Rothschild et je donne la parole à Monsieur Leclerc, qui est chercheur indépendant, mais un des plus grands spécialistes en France et à l'international, dans un domaine que pour l'instant nous n'avons pas trop abordé, et qui relève peut-être plus des arts et des traditions populaires. Il a travaillé notamment sur l'identification et des collections des pipes et des allumettes à la bibliothèque de Grasse. La bibliothèque de Grasse a eu un leg très important de ce genre d'objets que M. Leclerc va nous présenter aujourd'hui. Oui, mesdames et messieurs, nous allons jouer dans un autre registre que ce que l'on vient de voir avec les meubles, avec des objets nettement plus petits. Avant d'évoquer cette collection plus ou moins insolite, il convient de présenter brièvement celle qui en fut à l'origine. Alice de Rothschild voit le jour le 17 février 1847 à Francfort. À l'âge de 12 ans, suite au décès de sa mère, elle poursuit son adolescence à Vienne avec son père, le baron Anselme Salomon de Rothschild. En 1867, elle réside en Grande-Bretagne avec son frère Ferdinand, dans le manoir de Waddesdon que ceux-ci vient de faire bâtir. Quelques années plus tard, en 1875, elle décide d'acquérir le domaine d'Étrop, situé dans une boucle de la Tamise. Sujette à quelques problèmes de santé, Alice passera désormais toutes les saisons hivernales sur la Côte d'Azur, en France, où plusieurs membres de sa famille possèdent des résidences. Elle découvre ainsi la ville de Grasse, qu'elle apprécie plus particulièrement pour la richesse de sa végétation méditerranéenne. Lors d'un séjour en 1887, alors âgée de 40 ans, elle décide d'acquérir une propriété contenant la villa Césari. Cette demeure, qui prendra le nom de Villa Victoria suite à la réception en ses murs de la souveraine britannique en 1891, simultanément, dès septembre 1889, elle commence une collection des objets liés au tabac, principalement les boîtes d'allumettes et les pipes. Si nous ignorons les motivations d'Alice de Rothschild pour la collecte de ces objets, elle s'y consacrera avec passion. Elle notera méticuleusement chacune de ses acquisitions sur un petit cahier d'écolier où figure la description de chaque pièce, avec parfois ses observations personnelles sur leur origine. Le numéro 92 de cet inventaire correspond ainsi à un fourneau représentant un oiseau posé sur un point. Son lieu de fabrication, une proposition de datation et la hauteur du fourneau pour avoir une idée de l'échelle sont mentionnés sous l'illustration. Cette quête reste très ciblée et chaque nouvel objet obtenu valorise ceux déjà en sa possession, dont des prestigieux visiteurs de la Villa Victoria, mais surtout achats personnels réalisés lors de ventes aux enchères. 36 pièces proviennent ainsi de la collection de William Bragg, vendue à Londres, et d'autres sont acquises lors de la vente des biens de Sir Goldsmith chez Christie's ou des frères Goncourt à Paris. Jusqu'à son décès, à Paris le 3 mai 1922, elle complétera les 6 panneaux en bois qui ornent le fumoir de la Villa Victoria. Ces photographies de 2 d'entre eux furent prises lors de la donation de la collection en 1927 par le baron Edmond de Rothschild à la ville de Grasse, sous la condition qu'elle soit exposée dans un bâtiment public. Vœu respecté aujourd'hui encore, puisque sa préservation revient à la Villa Saint-Hilaire, bibliothèque patrimoniale de la ville de Grasse, et dont le conservateur Yves Cruchet a fait réaliser en 2013 un inventaire exhaustif des pièces. Présenter les 407 éléments de cette collection restait une démarche impossible, et un choix s'avérait donc indispensable. Comment privilégier telle pièce plus qu'une autre et sur quels critères? Esthétisme, fonctionnalité, rareté ou ancienneté? J'ai choisi d'évoquer les matériaux utilisés pour la fabrication des fourneaux, car ils restent étroitement liés aux périodes de création de ces objets
et à leur origine géographique. Les 202 fourneaux en porcelaine, soit la moitié de la collection, proviennent majoritairement des ateliers allemands de Saxe ou de Thuringe, en activité à la fin du XVIIIe siècle. Ils illustrent ainsi les premières productions européennes de pipes en porcelaine. Fourneaux anthropomorphes illustrant des visages ou des personnages en pied moulés en relief, parfois issus de la mythologie, tel le Neptune, on n'a pas de flèche, situé en bas, ou une sirène représentée en cariatide. Mais aussi zoomorphes, avec des animaux domestiques, chiens, les oiseaux, les chats, voire plus exotiques, tels que des ours ou des singes. Toutefois, les thèmes abordés restent très variés et abordent fréquemment les sujets d'actualité de l'époque, comme nous le verrons ci-après. Les tuyaux, parfois absents des exemplaires présents dans la collection, présentent toutefois une ornementation intéressante. Généralement simples et en merisier, ils peuvent aussi être réalisés en d'autres matières. La tête du personnage au chapeau de style directoire est montée sur un tuyau en corne, orné en son milieu d'un buste de femme sculpté en ivoire. La forme du second tuyau, en bois et laiton, évoque une arme à feu. Sur le fourneau ovoïde, plusieurs objets illustrent une vanité. Tuyau en ébène clouté, enfin, pour le troisième, orné d'insectes peints par le naturaliste Johann Leonhard Geser. Peu représentatifs de l'ensemble, quelques exemplaires en porcelaine sont issus des ateliers français et autrichiens. Production de Sèvres pour la France, avec la couleur qualifiée de vert empire, mise au point par le chimiste Nicolas Vauquelin en 1798. Une scène de chasse avec un chien couché sur le couvercle orne une forme dite hongroise. C'est plutôt un biscuit de porcelaine plutôt qu'une porcelaine émaillée. Le bois constitue le deuxième matériau privilégié par la baronne Alice, avec 123 éléments, dont la moitié date du XVIIIe siècle. Telle la pipe ornée sur ses flancs de scène militaire et d'une tête d'officier coiffée d'un tricorne, que l'on peut peut-être identifier à Frédéric le Grand. La seconde nous fait pénétrer dans un cabaret où l'on peut identifier un fumeur reprend du tabac sur la tige, une rixe entre deux consommateurs, sur l'avant un buveur de bière et sur l'autre face 2 joueurs de cartes. À noter la dimension de ce petit fourneau de 4,5 cm simplement, avec une scène qui est quand même relativement très fine. Toutes les variétés de bois ont ainsi été utilisées ou du moins testées par les fabricants. Le métal intervient pour la confection des diverses bagues, viroles ou ornements, mais surtout pour celle des couvercles en argent, métal argenté ou laiton. Contrairement aux pipes en porcelaine, moulées et donc reproduites à de nombreux exemplaires, celles en bois demeurent des pièces uniques où le sculpteur peut s'exprimer pleinement. Scène de chasse au sanglier ou à l'autruche, la pipe du bois, côtoient ainsi des scènes plus délicates à interpréter où la symbolique joue un rôle important. 2 chevaux cabrés entourant une corbeille, surmontés d'une tête de taureau. Sur le couvercle, un rapace dévore un serpent. Symbolisme encore avec cette allégorie de ville, évoquée par une tête féminine reposant sur un dauphin ailé. Le couvercle prend la forme d'une couronne, constituée par des remparts surmontés d'un canon. Plus énigmatique, ce singe anthropomorphe jouant de l'orgue. Sous le fourneau, un Atlante porte des armoiries dont l'écu est resté vierge. Un animal marin serpentiforme engloutit l'infortuné Jonas sous une tête de personnage muni de cornes et d'oreilles proéminentes. Sculptés avec minutie, les thèmes abordés prouvent la dextérité de leurs auteurs qui n'hésitent pas à recouvrir l'intégralité de la surface du fourneau en mettant en scène divers acteurs, hommes ou animaux. Un marin fumant sa pipe chevauche un animal fantastique, ressemblant à un albatros mais muni d'une queue de poisson. Les yeux sont en corail d'ailleurs. Un pyrofantasque chevauche l'encolure d'un âne auquel il s'agrippe par les oreilles.
Sur le couvercle, un petit personnage, une femme, tient son chapeau, son large chapeau, dirons-nous. Couvercle en métal argenté également. Phono de pipe historique, issu de la collection Braque, est contenu à l'origine dans un étui en cuir aux arts du duc de Sussex, oncle de la reine Victoria. Sculpté dans du buis, il présente des dieux romains sur ses flancs, Mars, Vénus, Jupiter et Mercure, reproduits agrandis au-dessus. Des têtes de grotesques ornent le couvercle et les deux orifices qui permettent d'adapter le tuyau suivant les désirs du fumeur. Soit le tuyau peut être placé verticalement, soit horizontalement. Les diverses montures et chaînettes sont en or. Plus spectaculaire de par sa taille, 17 cm de haut, et sa facture, ce jockey, dont le corps bascule vers l'avant avec la partie antérieure du cheval pour dévoiler l'orifice du fourneau, situé au niveau de la selle. La tête négroïde associe diverses matières, bois, argent pour les montures et les divers ornements, la nacre pour le turban, sur lequel est serti un rubis. La troisième pièce est un fourneau en bois, sculpté de feuillage, recouvert d'une mince feuille d'or. La céramique est principalement représentée par des pipes originaires de Grande-Bretagne, issues de la collection Braque. Les 21 pièces de cette catégorie présentes à Grasse constituent la plus importante collection européenne de ces pipes décoratives, produites au début du XIXe siècle. Plus ancienne, la pièce réalisée vraisemblablement par un potier, en bas, présente des initiales couronnées, JW, et la date de 1748. Prouesse technique de la part du fabricant, ou désir des fumeurs de posséder un objet réalisé avec des matériaux insolites, ces pipes en métal ne devaient guère procurer de plaisir à leurs utilisateurs. En vermeil, comme pour le premier exemplaire, comportant un reliquaire sur l'arrière du fourneau. Je ne sais pas si on peut ici, exactement là. Une scène théâtrale compose le décor, alors que sur le couvercle, 3 fumeurs de pipes s'abritent sous des arches. Ici, on a des arches en pierre. La tête du personnage tirant la langue est en argent, agrémentée de pierreries. Le chapeau en bronze, orné d'une pierrerie, en constitue le couvercle. Les clés de serrure inspirèrent également les pipiers, puisque sur les 17 exemplaires recensés dans les diverses collections européennes, 3 sont présents dans la collection de la baronne Alice. Plus insolite, l'utilisation de matériaux tels que le marbre vert, la pipe du bas, ici, ou la pierre de Calin, en haut, variété de calcaire lithographique exploitée en Allemagne. Matériaux plus classiques, l'écume de mer, pour la troisième pipe, ici, n'a apparemment pas enthousiasmé notre collectionneuse, alors que le XIXe siècle fut l'âge d'or de ce type de pipe. Écume de mer que l'on retrouve avec cette pipe un peu plus spectaculaire, dont l'ornementation réside uniquement dans le couvercle en métal argenté, représentant un hussard fumant la pipe et tenant son chemin par la bride. Les mains de la personne qui la présente permettent d'en apprécier la taille réelle, soit 21 cm de hauteur. Catégorie de pipes appréciées des chasseurs, 7 exemplaires sont confectionnés en bois de cervidé. Des scènes en rapport avec cette activité ornent les fourneaux, comportant parfois des éléments en ivoire. Par exemple, sur cette pipe, nous avons toute la partie centrale plus l'embout qui est de l'ivoire sculpté. Le reste étant soit des bois de cervidé comme ici, extrémité embout en corne, ici. 3 pipes de la collection sont également confectionnées entièrement en ivoire. Matière fragile, l'intérieur des foyers est doublé par une feuille de métal. Uniquement décorative, les pipes en verre, au nombre de 7, proviennent de diverses contrées ou pays, Bohême, Italie ou Grande-Bretagne. La ville de Bristol, notamment, a fabriqué ce type d'article. La dispersion de nombreuses collections publiques ces dernières années
a conduit à une perte de cet aspect de notre patrimoine culturel. Je rappelais le musée notamment de Vienne, qui était consacré uniquement aux pipes et au tabac, et qui a dispersé ses pièces aux enchères. On a le musée de la Cité à Paris, d'ailleurs. L'année dernière, il y a 2 musées néerlandais qui ont fermé leurs portes également. Donc, toutes les pièces sont passées dans des collections privées. À l'heure actuelle, est dispersée, disons, à tout vent. Celle réalisée par la baronne Alice offre donc un intérêt indéniable de par la qualité esthétique de ces pièces et un intérêt chronologique unique, car constitué entre les années 1889 et 1922. Nombre de ces éléments sont des pièces uniques et constituent des témoignages incontournables pour l'étude des pipes anciennes. Au-delà de l'objet lui-même, il convient de considérer les informations fort diverses offertes par les sujets illustrés par les pipiers. N'oublions pas également le savoir-faire de ces artisans qui ont su exploiter au mieux les matériaux à leur disposition. D'un banal objet de consommation, ces hommes en ont fait des œuvres dignes de figurer dans les vitrines de nos musées, réalisant ainsi les vœux de sa généreuse donatrice. En voici encore 3 autres, dont une pipe la première de Grande-Bretagne, c'est une pipe donc en céramique, un serpent ailé, tenant dans sa gueule une tête humaine, bois pour la seconde, avec une multitude de personnages qui chevauchent une tête. On dit ici un enfant qui s'agrippe à la moustache du personnage, et pipe en porcelaine représentant un ours, la tête constituant le couvercle. Voilà, je vous remercie. En regrettant de ne vous présenter que quelques pipes sur une collection qui en compte plus de 400, et je ne vous ai pas montré les plus belles, hein, c'est un choix totalement aléatoire. Il y a plus de 130 pipes en bois, comme je disais tout à l'heure, qui sont des pipes en bois sculptées, donc des exemplaires uniques. Elles méritent toutes d'être regardées. Et regardez pas seulement, comme je vous les ai montrés, une simple photographie, mais il faut pouvoir la visionner sous tous ses aspects, car sur une pipe en bois sculpté, vous avez les 2 faces qui sont totalement différentes au niveau sculpture. Vous avez la base du fourneau qui est également sculptée. Et bien souvent, le couvercle comporte également des éléments que l'on ne peut voir qu'en vue de dessus. Donc c'est très délicat de vous montrer ces pipes-là. Ce que je peux dire, c'est qu'à la limite, les gens qui sont intéressés peuvent voir sur la base Joconde. Il y en a, la Bibliothèque de Grasse a décidé de les mettre en ligne. Il y en a à l'heure actuelle 150 qui sont sur la base Joconde. Et elle vient aussi de faire un autre site avec l'instauration d'un blog pour permettre, ça vient d'être fait cette année simplement, on en est donc au début. Chaque année, la bibliothèque va publier une pipe différente et faire un appel aux historiens, collectionneurs ou autres, pour essayer d'avoir des précisions sur certaines d'entre elles. Bon, parce que là, il y a des fourchettes que je vous ai mis de datation. Bon, c'est les datations qui sont les plus probables, mais on n'est pas absolument sûr à 100%. Une pipe, c'est un objet inerte, inanimé, c'est comme en archéologie quand vous trouvez une pierre. Bon, il faut l'interpréter, etc. Et donc, on a besoin, par l'intermédiaire de ce blog, on veut essayer de créer justement une discussion entre divers chercheurs, français ou étrangers, etc. Et troisième chose, mais ça c'est qu'un projet, normalement la base de données de la bibliothèque de Grasse, normalement devrait rejoindre une base de données qu'on veut faire européenne à l'heure actuelle. C'est une initiative du musée d'Amsterdam, qui lui-même a mis ses nombreux objets en ligne. Je crois qu'il y a 14 000 objets de répertoriés à l'heure actuelle sur son site. Et on veut faire une base européenne de toutes les collections, justement, pour, lorsqu'un chercheur veut une information sur une pipe, qu'il puisse y accéder directement. Et c'est au plus juste, disons. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Je vous remercie, Monsieur Leclerc, pour cette présentation très, très intéressante sur un ensemble unique. Et je vous rappelle aussi que la Bibliothèque de Grasse fait partie des partenaires du projet et qui est donc aussi mentionnée dans le portail. Donc à partir du portail Rothschild, vous pouvez aussi accéder aux détails des 150 pipes qui sont répertoriées dans Joconde, parce qu'on donne un lien direct et ça sera un plaisir pour nous de mentionner éventuellement votre blog aussi pour pouvoir avoir d'autres informations sur l'ensemble, sur cet ensemble des 400 objets, en attendant que ça puisse être complété dans Joconde. Ça va prendre du temps. C'est un processus en cours, comme vous le savez, ce recensement, mais
Mais en tout cas, vous pouvez nous tenir au courant, on sera preneur de cette information. Et je vais laisser la parole au public pour des éventuelles questions. Je vais pointer aussi Monsieur Mézin sur l'estrade éventuellement, comme ça les questions seront adressées aux deux intervenants qui ont parlé après la pause. Merci infiniment pour ces deux interventions absolument passionnantes qui apportent vraiment des éclairages totalement neufs. C'était plutôt une question pour Monsieur Leclerc. Je voulais en fait vous demander finalement quel usage faisait Alice de cette collection. Est-ce que d'abord elle considérait, à votre avis, cet ensemble comme une collection avec une volonté d'exhaustivité? Vous avez montré qu'en fait il y avait une présentation très particulière sur ces boucliers. Est-ce que voilà, comment était réuni cet ensemble? C'était ma première question, j'en ai trois. Est-ce que vous pensez que cette collection était connue? Est-ce qu'éventuellement certains de ces visiteurs prestigieux à la Villa de Grâce lui apportaient en cadeau une pipe ou une boîte d'allumettes, puisque évidemment, en fait, vous n'avez pas du tout parlé de la seconde partie de la collection, qui est il y a quoi, 200 boîtes d'allumettes? Non, Oui, je crois, oui, mais disons, elle n'est pas étudiée en détail, il faudra les reprendre en détail. C'est un sujet à part, vraiment à part, je veux dire. Mais voilà, est-ce qu'il y avait des échanges? Est-ce que cette collection a été exposée Alors, voilà. Pour la première question, on peut répondre à celle-ci. C'est des dons, je pense. J'ai parlé qu'il y avait des dons de prestigieux visiteurs, c'est fort possible. Disons, je pense que on a notamment des témoignages qu'elle parcourait notamment les salles des ventes à la recherche d'objets. Bon, on a cité les porcelaines, etc. Mais je pense que on ne sait pas la raison exacte pourquoi elle a choisi cet objet. Alors, il y a un auteur qui disait qu'elle fumait la pipe et le cigare. Bon, ça peut être un début pour s'intéresser aux pipes, c'est fort possible. Bon, moi-même, c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser aux pipes, donc c'est fort possible. Et peut-être un objet, alors, c'est un objet particulier dans le sens où toute la famille collectionnait, on a vu les assiettes en porcelaine, etc. Alors, est-ce qu'elle a voulu se différencier des autres membres de sa famille? C'est fort possible. Bon, c'est quelqu'un, vous avez vu la photographie que j'ai mise, bon, où elle apparaît vraiment très sévère, mais elle avait une forte personnalité, ça c'est certain. D'ailleurs, certains membres de la famille l'appelaient la terrible Alice, lorsqu'on l'a désignée. Donc, c'était quelqu'un, une forte personnalité. Alors, est-ce qu'elle a voulu se démarquer totalement des autres membres de la famille? Pourquoi pas? Elle a collectionné quand même les armes. C'est aussi masculin, je veux dire, au niveau collection. Je veux dire, alors que par contre, elle a fait les jardins de Wellington, notamment. C'est elle qui s'en occupait de les mettre en place. À Grasse, elle a fait pareil. Elle avait une équipe chaque hiver de 100 jardiniers qui venaient remettre les jardins en état. Donc elle s'intéressait vraiment à l'horticulture, aux fleurs, etc. Mais à côté de ça, elle avait des passions qui vraiment sortaient de l'ordinaire. Mais on n'a pas la raison exacte, quoi. Et puis, sur l'autre question, c'était sur votre première question? Je ne sais plus. Vous ne savez plus non plus. Je pense que c'était sur l'utilisation de ces objets, si elle les utilisait vraiment. La présentation qui est quand même très étonnante sur ces boucliers en bois, j'imagine. Oui, c'est des boucliers en bois, carrément. Il y en a 6 comme ça. Dans leur rassemblement, il y a une logique. Est-ce qu'il y a une volonté d'exhaustivité de la collection? Alors, par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, l'écume de mer, c'était des pipes qui étaient au 19e siècle, c'était l'âge d'or, notamment avec les fabriques autrichiennes, etc. On a fait énormément de pipes en ivoire, en écume de mer sculptée. Elle, par contre, on en trouve très peu de pièces. Par contre, elle s'attache aux porcelaines. Porcelaine allemande pour la majorité des pièces. Elle est née à Francfort. Alors, est-ce que c'est un souvenir de... Je ne sais pas, il y a peut-être un lien à ce niveau-là.
Mais c'est vrai que là encore, on retrouve, il y a la moitié de la collection, c'est des porcelaines quand même. Donc c'est peut-être aussi un signe aussi. Mais bon, là c'est pareil, on n'a que des suppositions à apposer. Peu de pièces françaises, anglaises on a vu quelques-unes. C'est surtout Autriche, Allemagne au niveau des pièces, l'origine des pièces. Donc je sais pas, c'est peut-être en rapport simplement avec son histoire familiale, pourquoi pas. Mais là c'est pareil, on ne peut pas l'affirmer, ce sont que des suppositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, merci. Vous avez, monsieur, dit que la Villa Ephrussis était en très mauvais état après la guerre. Comment les meubles et les objets ont été retrouvés? Est-ce qu'il y en a qui ont été volés? Ou est-ce que la collection est restée, enfin tout l'ameublement est resté intact? Pour répondre à votre question, pendant la guerre, l'ensemble des collections est resté sur place. Elles ont été, les collections de porcelaine ont été rangées dans des caisses que nous conservons encore, qui datent de l'époque Rothschild. Et ces mêmes caisses, qui sont parfois, d'ailleurs, il y avait une petite plaque gravée sur la première page de la présentation du PowerPoint, qui est la photographie d'une de ces caisses. Et ces caisses contenaient des porcelaines. Il y a à peu près les mêmes à Weston Manor. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une conservatrice de là-bas qui était très intéressée par l'existence de ces mêmes caisses qui ont servi qui servaient de transport, en fait, d'une résidence à l'autre des Rothschild. Et en même temps, elles ont servi pour ranger ces mêmes porcelaines pendant la guerre. Tout a été mis dans les sous-sols. J'ai retrouvé des correspondances à une certaine époque, dès le début du conflit, des demandes de l'Académie des Beaux-Arts de voir si, avec la ville de Nice et notamment le musée des Beaux-Arts, il ne pourrait pas y avoir l'entreposage temporaire des collections de la Villa Ephrussi de Rothschild. Ça ne s'est pas fait. Tout est resté sur place. Des collections, d'après les inventaires, il y a quelques œuvres qu'on n'a jamais retrouvées, notamment un tableau de Marie Laurencin et un tableau de Renoir qui a disparu depuis de très nombreuses années et probablement à des suites de la Seconde Guerre mondiale. Et pour le reste des collections, elles ont été entreposées dans les conditions qu'étaient celles des réserves de l'époque, du sous-sol de l'époque, des cuisines qui étaient encore des cuisines, des sous-sols qui étaient habités. Il y avait des logements, il y avait tout le nécessaire pour le fonctionnement d'une grande maison comme la villa, et donc qui étaient relativement, disons, appropriées temporairement pour recevoir ces collections.